Bonsoir à tous. À la une de ce journal, bras de fer entre magistrats et avocats au Cameroun. La colère des robes noires gronde dans les palais de justice au lendemain de l'annonce de la suspension du port de la robe et du boycott des audiences dans certaines juridictions. 2 de leurs confrères ont été libérés après avoir été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Cependant, leurs conditions d'arrestation, d'audition et les autres procédures judiciaires initiées à l'encontre d'autres avocats suscitent des questions sur une persécution programmée, comme le déplore le Conseil de l'ordre. Qu'en est-il réellement? La justice est-elle désormais aux prises dans une chasse aux sorcières? Comment réagit la classe politique? C'est le dossier à suivre en ouverture de ce journal. Carton rouge pour Ahmad Ahmad. Il vient d'essuyer un sérieux revers. Le désormais ex-président de la Confédération africaine de football ne pourra pas être candidat à sa propre succession. Il vient de recevoir cette sanction venant de la commission éthique de la FIFA. Quels sont les manquements et autres reproches qui sont formulés à son encontre? Élément de réponse dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Pour l'ordre des avocats du Cameroun, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Un programme de persécution des avocats a été activé grâce à l'utilisation des moyens de l'appareil judiciaire. Victimes de brutalité, interpellés sans convocation préalable ni mandat, le sort des avocats placés en détention provoque la colère de leurs confrères. En signe de protestation, le Conseil de l'ordre a annoncé la suspension du port de la robe et la suspension de leur intervention dans certaines juridictions. D'autres résolutions ont été prises. Elles sont présentées dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. 3 résolutions, on ne peut plus clair que le prénom du bâtonnier par intérim. Maître Claire Atangana Bikuna et tous les membres du Conseil de l'ordre des avocats boycottent toutes les juridictions sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, du 30 novembre au 4 décembre prochain, et ce jusqu'à nouvel avis, aucune toge noire d'avocats dans les tribunaux de première et grande instance, les cours d'appel, la Cour suprême, le tribunal criminel spécial et toutes les juridictions statuant en matière de contentieux électoral, notamment les tribunaux administratifs et le Conseil constitutionnel. En clair, la justice fonctionnera durant 5 jours, uniquement avec des magistrats. Au cours de sa session extraordinaire de samedi dernier, les membres du Conseil de l'ordre sont allés plus loin, décidant de déporter ailleurs les hommages judiciaires à rendre au feu bâtonnier Tchakounte Paté Charles, qui était pourtant prévu sur le parvis de la Cour d'appel du littoral et la Cour suprême du Cameroun. Des lieux jugés hostiles aux avocats, précise le communiqué final. À travers cette sortie publique du Conseil de l'ordre, le barreau entend protester contre la chasse à l'homme engagée contre les avocats, dont 15 des leurs sont activement recherchés pour, dit-on, avoir pris part activement aux événements malheureux au tribunal de première instance de Douala-Bounanjo pour une affaire non encore élucidée entre avocats et magistrats à propos de 2 de leurs confrères impliqués dans une histoire de corruption. Et la dernière action en date des magistrats qui énerve le Conseil de l'ordre et les avocats, c'est l'interpellation et la mise sous mandat de dépôt de Maître Richard Tamfou et Maître Armel Kemenye. Les magistrats du tribunal de première instance de Douala-Bounanjo les accusent d'avoir en coaction avec leurs confrères recherchés commis des outrages à magistrats et destruction lors du procès des 2 avocats le 10 novembre dernier. Maître Richard Tamfou et Maître Armel Kemenye ont été condamnés à 6 mois avec sursis pendant 3 ans. Ils ont été reconnus coupables de destruction des biens et rébellion en groupe et ils devraient déjà avoir recouvré la liberté. Je vous invite à suivre l'intervention de leur avocat, Maître Dominique Fous. Durant l'audience qui s'est tenue, les avocats ont brillé par leur silence assourdissant durant l'audience qui s'est tenue au palais de justice à Bounanjo. Je vous invite à suivre Maître Dominique Fous, avocat au barreau du Cameroun et assistante et conseil de ses confrères qui ont été placés en détention il y a quelques jours.
J'étais un petit peu surpris par ces arrestations parce que c'était pas le temps, c'était pas nécessaire, on n'aurait pas dû aboutir à ça. Toujours est-il qu'ils ont été condamnés à 6 mois avec sursis pendant 3 ans. Ils ont été condamnés pour ce qui a été retenu par le tribunal, c'est les destructions des biens publics, bancs et gouttières, et également ce qui a été retenu aussi, rébellion en groupe, voilà, exactement. Et les autres infractions, violence sur fonctionnaires, contrainte à fonctionnaires, déclarations tendancieuses ont été rejetées. Donc voilà, ils seront libérés, ça nous rassure un peu, ils vont pouvoir vaquer à leurs occupations, puis la situation va s'apaiser. Je ne suis pas sûre que tout était bien établi, mais bon, on va monter en appel tout simplement, puisqu'il faut quand même effacer un certain nombre de choses et dire ce qui s'est vraiment passé. Intervention de maître Dominique Fous, conseil de maître Richard Tamfou et maître Armel Kemeni. Face aux incarcérations tout azimut de leurs confrères et les entraves à l'exercice de la profession d'avocat au Cameroun, des avocats s'insurgent contre un acharnement judiciaire à leur rencontre après la mise en détention provisoire de certains de leurs confrères en l'espace d'une dizaine de jours, des suspensions de port de robe et boycott des audiences devant certaines juridictions sont annoncés, des signes de protestation pour exprimer leur ras-le-bol dans un contexte sociopolitique assez tendu. Des précisions avec Dallas Tiana et Donald Brice Kamgan. C'est un sentiment d'agacement général qui traverse le barreau. Les avocats se disent outrés par les arrestations, détentions arbitraires et autres violations de leurs droits dans l'exercice de leur profession. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est le placement en détention de 4 avocats en l'espace de 2 semaines. Le barreau parle d'une persécution de la profession. On ne demandait pas à la justice un traitement de faveur. On demandait à la justice de permettre à ce que ces avocats qui ont un domicile connu, qui offrent toutes ces garanties, puissent bénéficier, comme tous les autres justiciables, comme les simples citoyens, des garanties que la loi leur offre. Cela n'a pas été le cas. Après les échauffourées du 10 novembre dernier au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, près d'une trentaine d'avocats sont activement recherchés d'après le barreau. Accusés entre autres de destruction de biens et outrage à magistrats, certains ont été arrêtés après que la police leur a tendu des guet-apens, notamment à Douala. Une démarche rétrograde, selon maître Dominique Fous. Les arrestations se font de façon comme si on capture les gens, on dépose une convocation chez un avocat. On dépose chez la représentante du bâtonnier et l'avocat, qui est un homme de loi, qui connaît le droit, va déférer à la convocation. En plus de la grève des avocats prévue entre le 30 novembre et le 4 décembre prochain, leurs plaidoiries sont suspendues dans tous les degrés des juridictions et les juridictions statuant en matière électorale, y compris la Cour suprême, le Conseil constitutionnel. Nous ne sommes pas les ennemis de la République, nous sommes là pour participer à l'œuvre de justice. Donc nous ne sommes pas des adversaires de la République. L'arrêt des activités des avocats pourrait avoir un impact sur le déroulement des prochaines élections régionales. Les hommes en robe noire plaidant devant les juridictions statuant lors du contentieux électoral, comme le Conseil constitutionnel et autres tribunaux administratifs. Le Conseil de l'ordre maintient son mot d'ordre, celui de la suspension du port de la robe. L'un de ses hauts responsables s'est exprimé dans ce reportage que vous allez suivre, indiquant qu'il y a une machine, une répression qui a été orchestrée contre des avocats au Cameroun qui sont pourtant le dernier rempart de l'état de droit et l'expression démocratique et l'expression des libertés, des droits de l'homme au Cameroun. Explication avec Gizogo. Loin de la désescalade, avocats et magistrats se regardent toujours en chien de faïence. Soufflant le chaud, le barreau du Cameroun vient d'annoncer des mesures de rétorsion après l'incarcération de 2 de ses membres, maître Richard Tamfou et Armel Tchoumenyé, suite aux échauffourées du 10 novembre au tribunal de première instance de Bonanjo, à Douala. Dans un premier temps, il s'agit de la suspension du port de la robe, de l'interdiction aux magistrats de prendre part aux obsèques du bâtonnier et de la non-participation aux audiences dans différentes juridictions. Le barreau a décidé de suspendre le port de la robe du 30 novembre au 4 décembre 2020. Le barreau a décidé de soustraire toute la famille judiciaire de l'organisation des obsèques du bâtonnier Charles Tchakounte Paté. Mais surtout, le barreau a décidé la non-participation des avocats désormais à toutes les phases de procédure en matière criminelle, a décidé la non-participation des avocats
au contentieux électoral et surtout au tribunal criminel spécial. Le barreau demande donc aux magistrats de respecter scrupuleusement le code de procédure pénale. Ce que nous demandons aux magistrats, c'est de comprendre qu'ils font partie du service public de la justice autant que les avocats et que tant que le code de procédure pénale nous contraint à vivre ensemble, nous sommes obligés d'appliquer ce code de procédure pénale dans toute son ampleur. Si l'on en croit par ailleurs les explications contenues dans le communiqué ayant sanctionné la session extraordinaire du barreau du Cameroun, le procureur du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo a émis des mandats d'arrêt pour 15 avocats. Avec 4 parmi eux déjà incarcérés, les avocats entendent visiblement donner du répondant aux magistrats. Conseil, Maître Richard Tamfou et Maître Armel Kemegne doivent déjà avoir recouvré la liberté après avoir été condamnés à 6 mois de prison avec sursis pendant 3 ans. Évoquons à présent la réaction des leaders politiques au moment où des avocats subissent une persécution judiciaire. Des opposants dénoncent de nombreuses entraves à l'état de droit au Cameroun et soupçonnent le pouvoir de Yaoundé de vouloir briser le dernier rempart de la démocratie. Dans les rangs du parti au pouvoir, on est agacé par cette situation. Cependant, on indique qu'il y a aussi bien les ripoux au sein de l'ordre des avocats du Cameroun qu'au sein de la magistrature. Des réactions croisées dans ce reportage signé Flavien Valondongo. Des nuages sombres qui brouillent, les relations entre avocats et magistrats à Douala sont teintées de barbarie policière sur des hommes en robe noire. Le juge qui tenait l'audience ce jour-là n'a donné aucune instruction pour que l'assaut soit fait contre les avocats en robe. Et l'avocat, s'il n'a pas de protection, quand il est dans une salle d'audience en robe, s'il n'est pas protégé, où est-ce qu'il sera encore protégé? Des acteurs politiques de l'opposition, comme du parti au pouvoir, qui questionnent cet état de choses, n'en reviennent pas. Fragiliser ce cœur de métier, c'est exposer les justiciables à toutes sortes de condamnations. Ce qui se passe là, c'est une fin de règne de quelqu'un qui a pris un mandat de trop. Au lieu de protéger son peuple, au lieu de protéger les citoyens, on a un État qui est dressé contre son propre peuple. Rien ne peut expliquer qu'en pleine salle d'audience, que des avocats soient gazés. Rien. Du gaz lacrymogène. Des avocats en ont reçu en quantité et en pleine audience ce jour-là, à cause d'une affaire, dit-on, de corruption entre avocats et magistrats. Quand on parle d'outrage à magistrat, pour ces avocats-là, alors qu'il n'y avait plus aucun magistrat dans la salle. Parce que ce que certains confrères ont fait, c'est qu'ils ont pris les bancs pour barricader les portes de sortie, c'est tout. Mais je pense que c'est des infractions inventées de toutes pièces. Je dis bien de toutes pièces. Au parti au pouvoir, l'on reconnaît des tares qui gangrènent la magistrature, tout en reprochant des actes de résistance manifestés par des avocats. Il y a quand même dans ce pays 70% des avocats qui sont encore dignes. Mais il y a 30% qui poussent la vie à la justice, 30% qui poussent la vie à tout le monde. Autant j'ai donné des chiffres pour dire que les avocats ont eu tort de mener une résistance, autant j'ai dit malheureusement, notre justice aussi a des ripoux. 20% des magistrats sont des grands ripoux. Et puis encore, la magistrate en question. Depuis lors, des avocats ne cessent d'être interpellés, alors que quelques-uns sont déjà gardés dans des geôles. Toute chose qui suscite des indignations au sein de l'ordre et enfle davantage la tension sociale au Cameroun. La structure juridique est peu étoffée pour une véritable protection de l'enfant au Cameroun. Des députés déplorent ainsi la multiplication des abus et violations des droits des enfants sans une application véritable des sanctions à l'encontre des auteurs. Des parlementaires plaident ainsi pour l'adoption d'une loi sur la protection de l'enfant au Cameroun. D'autres détails avec Joël Essengue et Gizogo. En matière de protection de l'enfance au Cameroun, c'est le règne des textes épars qui ne donne pas une réelle visibilité sur cette question. Pour y faire face, un plaidoyer vient d'être lancé à l'Assemblée nationale avec le soutien du Plan international Cameroun pour l'adoption d'une loi portant code de protection de l'enfant au Cameroun. Cette initiative est de sans plus loin que le code de protection de l'enfant est en chantier et de par sa nature, des textes spécifiques ont vocation à compléter de manière pratique
au cadre juridique existant. Pourtant, tout en rappelant les efforts fournis, le ministère des Affaires sociales fait le constat des insuffisances. La méconnaissance des textes par la plupart des intervenants de la chaîne de protection de l'enfant, du fait que les dits textes sont disséminés dans de nombreux supports juridiques, toutes choses ne facilitant pas leur appropriation, leur exploitation ou leur application. Du côté du ministère de la Justice, on indique qu'il est question de respecter les engagements du Cameroun en s'associant à cette initiative. Il s'agit donc pour notre pays de respecter les engagements internationaux vis-à-vis de cette tranche de la population, c'est-à-dire les enfants, nos enfants, et dont la protection constitue la meilleure garantie de paix et de développement optimal de la société dans un monde qui change. Hôte de ces travaux à l'Assemblée nationale, dans le cadre du réseau Espérance Jeunesse, celui-ci appelle à agir pour mieux assurer la protection des enfants au Cameroun. Il est important de revoir tout cela, dépoussiérer tout cela et de mettre ça dans un seul code pour qu'enfin tous ceux qui s'occupent, qui s'attellent au quotidien de la protection de nos enfants aient un seul document et pas des dizaines et sinon plus de documents qu'ils doivent fouiller pour pouvoir faire le travail. La balle est donc désormais dans le camp du gouvernement à qui il incombe de rédiger et de faire adopter le projet de loi relatif à la protection de l'enfant. À quelques jours du vote pour les élections régionales, des chefs traditionnels montent au créneau dans le septentrion. Ils ont tenu à convaincre à la fois les conseillers municipaux sur la nécessité de leur désigner les représentants des chefs traditionnels afin qu'ils puissent défendre les intérêts de la mise en place, durant la mise en place du conseil régional à l'extrême nord du Cameroun. Évocation avec Dani Warrenzede, Amadou Daïrou et Julienne Berthe-Bissaye. À quelques jours des premières élections régionales au Cameroun, les chefs traditionnels du Diamaré balisent le terrain. C'est l'arrondissement de Bogo qui reçoit la délégation de la liste du candidat Bakari Bouba, l'Amido de Marois. Ici, les chefs traditionnels électeurs soutiennent fortement la candidature du Lamido de Marois. Nous sommes tous alignés quand même derrière lui et nous lui souhaitons que vraiment bonne chance et vraiment espérant quand même de lui qu'il va aller aussi défendre davantage les intérêts quand même des chefs traditionnels dans le département du Diamaré en question. Cette campagne électorale en vue des élections régionales du 6 décembre prochain est un moment indiqué pour les chefs traditionnels d'évoquer les multiples difficultés que rencontre leur communauté. Oui, avec la décentralisation, nous serons contents puisque le président de la République nous a mis en direct avec lui. Nous allons causer avec le Lamido qui est notre chef, celui qui va directement avec l'administration. L'administration travaille avec le président de la République. Nous, chefs traditionnels, nous sommes l'auxiliaire de l'administration. Nous sommes l'œil de l'administration. Nous sommes porte-parole de l'administration. Nos doléances sont nombreuses. Nous voulons les routes, les fontaines. Nous voulons les routes puisque là où la route passe, le développement suit. Et nous voulons les points d'eau, même ici en ville. En attendant l'élection du 6 décembre prochain, les différents candidats ont encore une dizaine de jours pour convaincre les électeurs qui vont désigner les premiers conseillers régionaux du département du Diamaré. Les prochains défis du conseil régional à l'extrême nord du Cameroun, c'est de faire face à la catastrophe liée aux multiples inondations enregistrées ces dernières semaines dans la région du Septentrion. Là-bas, l'aide humanitaire arrive à un pas assez lent selon les populations, mais le gouvernement s'est mobilisé avec quelques aides alimentaires et autres produits matériels et accessoires pour permettre à certaines familles d'avoir un espace où dormir et d'avoir de la nourriture
pour se nourrir, mais cela reste très insuffisant, comme le constatent Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat dans ce rapport. 2 mois après les inondations ayant dévasté les maisons et plantations au village Merem à l'extrême nord Cameroun, les populations sinistrées sont encore sous le choc de cette catastrophe naturelle qui avait noyé leur localité du 31 août au 3 septembre dernier. Et en tête de l'élan de solidarité nationale suscité par les conditions de vie précaires des populations de Merem, la dotation du chef de l'État Paul Biya pour la relance de leurs activités champêtres. Ce don est constitué en majorité des intrants agricoles, pastoraux et du nécessaire pour des pompes pour l'évacuation des eaux. Et nous sommes très ravis de faire cette distribution ce jour parce que la peine des populations était très grande. C'est un sentiment de joie qui m'anime et je profite de cette occasion de votre micro pour remercier le chef de l'État pour la compassion qu'il a bien voulu manifester vis-à-vis de notre population sinistrée. Si de temps en temps, très souvent d'ailleurs, le chef de l'État envoie des dons, mais ces dons-là doivent être complétés par les fils et filles du département du Diamaré pour permettre donc à ces populations de pouvoir retrouver une certaine sérénité dans leur vie quotidienne. À la suite du préfet du Diamaré, le Lawan du canton de Kaeo, sa famille et autres proches mobilisent 21 millions de francs et le comité de développement de Kaeo 6 millions, soit 27 millions de francs CFA pour offrir des toits aux sinistrés de Merem. Après ça, je crois que le comité va continuer comme toujours dans les domaines de développement, de l'éducation. Pour l'autorité administrative, le mode de construction des maisons à Merem est à revoir. Il faudrait qu'on change un peu le mode de construction. On peut adopter les briquettes en terre cuite qui résistent un peu plus à l'eau. Peut-être une action dans le cadre déjà de la décentralisation pourra être menée par la commune de Dargala pour fermer les diguettes qui ont cédé. Parce que comme on ne peut pas empêcher les phénomènes naturels, mais on peut quand même prendre des dispositions pour atténuer des effets. Les autorités administratives du Diamaré et les élites de Kaeo comptent désormais sur les actions des autres âmes de bonne volonté pour une mobilisation maximale des dons et fonds pour la reconstruction du village Merem avant l'arrivée des prochaines pluies. Dans le reste de l'actualité, la construction des projets structurants cache bien mal de nombreuses entraves dans les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans l'arrondissement de Batienga, des chefs traditionnels dénoncent l'accaparement abusif de leurs terres, ce qui les oblige à manquer d'espace pour les activités agropastorales, une situation qui engendre des conséquences sur le plan social et économique. Explication avec Élisée Borba et Marcelin Gansop. C'est en rang serré que les chefs traditionnels de Batienga ont débarqué dans la capitale, siège des institutions, pour crier leur ras-le-bol. Ils se plaignent de l'accaparement de leurs terres par des grands travaux d'infrastructure et des particuliers véreux. Il y a 2 types d'accaparement de terres à Batienga. Le premier, c'est la SCT. C'est le tout premier qui a arraché nos terres. Parce que là maintenant, il y a les projets qui s'accaparent également de nos terres. Le barrage est en amont. Vers l'ouest, c'est l'eau. Bon, et le centre est accaparé par l'ex-SCT. Mais où est-ce que les autres vont partir? Pour bien comprendre la colère de ces dépositaires du pouvoir traditionnel, il faut remonter à la création à Batienga d'une entreprise spécialisée dans la culture du tabac. Malheureusement, la privatisation a abouti à la liquidation de la société qui est tombée en faillite autour des années 89-90. Et avec les grands projets qui sont arrivés, les élites qui maîtrisent les dispositions de la loi foncière, qui ont des moyens, et même certains étrangers, viennent accaparer un certain nombre d'espaces et ça fait en sorte qu'il y a des tensions qui naissent du fait que les communautés qui étaient installées sur cette terre depuis des siècles se sentent privées de leurs espaces. Aujourd'hui, à l'étroit, les populations crient leur misère, elles qui ne peuvent plus exercer la moindre activité agro-pastorale. Question d'assurer la pitance quotidienne. Puisqu'il y a des terres qui ne sont pas cultivées, qu'on n'a pas investies, mais qui sont là-bas, qui servent soit du pâturage au bout. Quand tu veux cultiver ton manioc, quelqu'un arrive et te dit c'est pour le ministre tel
il a interdit que de cultiver. La femme n'a plus droit de cultiver ne serait-ce que le maïs qui est pour 3 mois. Parce que les espaces appartiennent aux grands de la République. Ils doivent nous restituer nos terres. Même tous ces ministères, personne n'arrive pour travailler. Même les commandants, commissaires, les gens qui ont acheté ne travaillent pas ici. Mais le terrain est libre. Le dossier a été plusieurs fois porté en haut lieu, mais l'élite au long bras et au porte-monnaie bien garni ne lâche pas prise. Nous sommes allés jusqu'à la Cour suprême. L'affaire est pendante là-bas. Pourquoi? Parce que les grands poissons ont tout ramassé. Il y a les généraux, il y a les colonels, les ministres et tout ça. Je me dis que c'est à partir de là où nous sommes coincés. On interpelle ici l'opinion internationale et les forces vives de la République pour prendre à cœur ce problème, parce que c'est une bombe à retardement. Aux côtés des sans-voix que sont les populations, l'ONG Inades Formation Cameroun conduit un plaidoyer. Cette situation qui a été documentée, il était question de réfléchir et de pouvoir établir un plan d'action. C'est d'autant plus que notre mandat en tant qu'ONG est celui de soutenir le monde paysan, le monde rural, afin qu'il puisse vivre dignement de son activité. L'accaparement des terres n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, sauf qu'il a pris de l'ampleur ces dernières années du fait des projets dits structurants. Les grandes compagnies et même les privés qui bénéficient de certains soutiens au sein de l'administration ne se font pas prier pour arracher les terres des villageois, le plus souvent au prix de rien. Il est désormais mis hors jeu dans la course à la présidence de la Confédération africaine de football. Un carton rouge vient d'être infligé à Ahmad Ahmad, suspendu pour 5 ans de toute activité relative au football. De nombreux manquements ont été décriés durant sa gestion du football africain. D'autres précisions avec Nana Paul Sabin. Terrible glissement d'Ahmad Ahmad. Déjà placé à l'isolement à son domicile au Caire en Égypte après avoir été testé positif au coronavirus, le président de la CAF est contraint de prolonger son isolement loin des activités relatives au football pendant au moins 5 ans en raison d'un carton rouge que lui a infligé les juges de la FIFA. En effet, la justice interne de l'instance mondiale a jugé Ahmad Ahmad coupable d'avoir enfreint au devoir de loyauté, acceptation et distribution de cadeaux, abus de pouvoir et détournement de fonds. En marge de ces griefs, la commission d'éthique de la FIFA a expliqué dans un communiqué que la décision de suspendre Ahmad Ahmad a été prise à l'issue d'une enquête sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF. Ainsi condamné d'avoir agi en violation du code d'éthique de la FIFA, Ahmad Ahmad a cependant la possibilité de contester cette décision auprès du tribunal arbitraire du sport. Mais pour le moment, le Congolais Constant Omari, premier vice-président de la CAF, aux commandes depuis peu, reste au pouvoir en attendant l'élection d'un nouveau président de la CAF prévu le 12 mars 2021. Ahmad Ahmad, qui était candidat à sa propre succession, est désormais mis hors jeu par la chambre de jugement de la FIFA. Élu en 2017 pour succéder au Camerounais Issa Hayatou, le Malgache a vu ses réformes être finalement noyées dans des problèmes de gouvernance et des soupçons de corruption. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Tout de suite, Serge Alain. Voilà, Cédric Nouffelé, selon le professeur Messanga Nyamdine, qui est passé hier dans votre émission Regard par regard, droit de réponse, 30% des avocats sont des corrompus et 20% des magistrats sont des époux. Ce sont ces statistiques sans véritable enquête scientifique menée dans le cadre de cette affaire de corruption qui gangrène la justice au Cameroun. Il répondait ainsi aux critiques de l'opposition présente sur le plateau de droit de réponse, indiquant qu'il y a une orchestration pour museler les avocats, dernier rempart de l'état de droit au Cameroun. Et pour lui, il faut, selon lui, reconnaître qu'au sein de l'ordre des avocats du Cameroun, il y a des avocats qui sont corrompus et qui orchestrent des actes de corruption. Il n'a pas manqué aussi de tirer sur certains magistrats qui, selon lui, ne rendent pas la justice au nom du peuple camerounais, alors qu'il
a exprimé une volonté, selon lui, de ce que ces avocats soient sanctionnés sur le plan légal. Il estime que sur le plan politique, il faudrait tous les libérer afin de désamorcer les tensions politiques au Cameroun. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Jalan. Rendez-vous demain. 20h.